m'appelle Guillaume Leduc, je suis chercheur au CNRS, je suis climatologue. C'est l'année des géosciences. Géosciences, vous avez vu que ça peut être l'univers, la météorite, etc. Mais c'est aussi la planète. La planète Terre, on l'appelle Terre, mais 70% de la surface de la Terre, c'est de l'océan en fait. Donc dès qu'on s'intéresse à la Terre, en tout cas ce qu'on appelle les enveloppes fluides externes, c'est-à-dire ce qui fait la fine couche fluide autour de la Terre, c'est ce qui compose, c'est les trois composantes principales de ce qui fait le climat en fait. Et je vais vous présenter un peu à quoi on s'attend à l'avenir pour le climat sur la planète, à travers l'océan, parce que c'est l'océan qui pilote le climat. Autant l'atmosphère pilote la météo, autant l'océan pilote le climat. On m'a imposé ce titre, Océan et modèle climatique. Je ne savais pas trop quoi mettre dedans. Donc, on va faire en fait une sorte de diaporama sur ce qu'on entend souvent à la télé. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, le Gulf Stream, qu'est-ce que c'est que tout ça, l'acidification. Voilà, je vais mettre. Il y a pas mal d'images. J'espère, simples à comprendre, ou de figures issues des rapports du GIEC, pour que vous compreniez un peu ce qu'il y a comme science derrière, comme recherche, où on en est, de quoi on est sûr, de quoi on n'est pas sûr, etc. Alors, quand on s'intéresse à l'océan, on peut s'intéresser à plein de choses, à l'océan dans le passé, dans le présent, dans le futur, mais aussi à certaines composantes principales, par exemple son volume, la physique qui le fait bouger, sa chimie, et sa biologie. Donc, je vais passer très rapidement, on n'a pas trop le temps de rentrer dans les détails, mais à travers le volume, la physique, la chimie et la biologie de l'océan. Et donc, si vous augmentez le volume, vous avez par exemple là des photos aériennes de deux capitales, Tarawa au sud, la capitale du Kiribati, et Malé, la capitale des Maldives. Vous imaginez bien que si on se cogne quelques mètres de niveau marin en plus, c'est chaud. Alors, ça, c'est vraiment un schéma des facteurs qui affectent le climat et déterminent sa variabilité. Je mets juste ça pour rappeler ce que j'ai dit au tout début. Le climat, c'est les interactions entre la glace, l'atmosphère et l'océan. Et en fait, je vais traiter de l'océan parce que c'est ce qui pilote le climat à long terme. Et là, on en est qu'au tout début des changements climatiques qui sont induits par l'homme. Alors, les changements climatiques, évidemment, c'est en lien avec l'augmentation des gaz à effet de serre d'origine anthropique. On brûle du charbon, du pétrole, du gaz. Ça envoie des gaz à effet de serre. Alors, je vous la fais en un slide. C'est quoi l'effet de serre? C'est simplement les rayons de la lumière visible qui arrivent du Soleil, qui réchauffent la Terre. La Terre, en se réchauffant, tout corps qui n'est pas au zéro absolu émet lui aussi un rayonnement, mais c'est un rayonnement infrarouge. Et le rayonnement infrarouge interfère avec les gaz à effet de serre de l'atmosphère. Là, je vous ai mis une molécule d'eau. Vous voyez qu'elle coule dans tous les sens. Et plus elle est excitée en fait par les infrarouges de la Terre, plus elle va rayonner elle-même de l'infrarouge vers la Terre. Donc, si vous rajoutez des gaz à effet de serre, vous renvoyez de la chaleur de l'atmosphère vers la surface de la Terre. C'est comme rajouter une couverture la nuit quand il fait froid pour garder sa propre chaleur. Ça écrante de l'énergie qui normalement devrait fuiter vers l'espace. Okay. Et la molécule d'eau, c'est un gaz à effet. C'est le gaz à effet de serre principal, le CO2 aussi. Et si elles bougent, c'est qu'elles ont au moins 3 atomes. C'est pour ça que l'oxygène ou l'azote ne sont pas des gaz à effet de serre. Elles ne peuvent pas se mettre à vibrer comme ça. Elles ne peuvent pas être excitées. Donc ça ne sert à rien de dire. C'est une petite composante de l'atmosphère. Ça a un impact, comme disent beaucoup de climato-sceptiques. Alors, pourquoi je vous ai mis l'eau? Parce que le cycle de l'eau, voilà, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est que le cycle de l'eau. C'est pour enseignant, je crois. Donc voilà, le cycle de l'eau dessiné par mon fils. En gros, on a l'océan, on évapore l'océan, on a de la vapeur d'eau dans l'atmosphère qui retourne sous forme de pluie et qui recircule vers l'océan, soit dans les nappes phréatiques, soit dans les rivières directement. C'est un cycle. Ça tourne en boucle. Et là, vous avez le cycle du carbone. Le carbone, ça intervient dans l'effet de serre via le CO2. Vous voyez ici, alors pourquoi je vous mets ça? Ne regardez pas dans le détail, mais ce qu'il faut retenir,
c'est qu'en gros, on a dans l'atmosphère à peu près 6,8 milliards de tonnes de CO2. Ça, c'est l'effet de serre. L'océan, c'est pas 6,8, c'est 38 000. C'est beaucoup plus abondant. Où est le CO2? Il est dissous dans l'océan. Si vous titillez l'océan, il peut relarguer ou absorber du CO2. Parce que l'atmosphère et l'océan sont en équilibre. Ouais. C'est trop fort? Pardon. Je vous ai là. Fait percer les tampons. Alors, un autre truc qui n'apparaît pas là, c'est une boucle. Et donc, la chose principale à retenir, c'est qu'il, contrairement à l'eau, il ne pleut pas du CO2. C'est-à-dire que si on met du CO2 dans l'atmosphère à cause de rejets, il va certes être absorbé en partie par l'océan, mais il va surtout s'accumuler. Contrairement à l'eau qui reprécipite. On ne fait pas précipiter du CO2 aux températures et pressions qui sont sur Terre. Okay, c'est pour ça que ça s'accumule et que c'est un forçage, alors que l'eau, c'est une rétroaction. Donc en fait, ça ne sert à rien de dire que l'eau est responsable du réchauffement climatique, comme le disent d'autres. Ça s'accumule. Voici un enregistrement des concentrations en CO2 atmosphérique depuis qu'on les mesure à Hawaï, depuis la fin des années 50. Alors, je vous donne quelques chiffres. Avant l'invention de la machine à vapeur, où on a commencé à utiliser le charbon, on était à 280 ppm. Alors, des ppm, ce n'est pas des pourcents, c'est des pour millions. C'est pareil. On était à 280. On a commencé à le mesurer précisément en 1958, et vous voyez qu'on était déjà quasiment à 320. Moi, je suis né en 335, je crois. On en est maintenant, vous voyez ici les dernières années, à 426. Et je ne suis pas si vieux. Donc en fait, ça va très vite. Et entre la période interglaciaire de laquelle on est sorti, quand on a inventé la machine à vapeur, on était à 280, et un dernier maximum glaciaire où il fait -5 degrés, vous avez du permafrost dans le Périgord, vous avez des énormes calottes stockées sur les continents, vous pouvez marcher de la France à l'Angleterre tellement le niveau marin a baissé parce qu'on a évaporé et stocké l'océan sous forme de glace sur les continents. On peut marcher de l'autre côté, on a enlevé 120 mètres de niveau marin, c'est que 5 degrés. On en est déjà à 1,5. Donc on est en train de disrupter complètement le climat à une vitesse absolument phénoménale. Évidemment que si on augmente le forçage par l'augmentation des gaz à effet de serre, on augmente la température, et vous voyez ici un enregistrement de parmi plusieurs qui se termine en 2023. On sait que 2024 sera au-dessus de ça, on en est certain, virtuellement certain maintenant. Donc en fait, c'est normal, hein, si vous réchauffez en permanence l'atmosphère, vous potentiellement vous battez les records chaque année. En fait. Hein, on en est là. Alors ça, c'est la quantité de chaleur qui est accumulée dans l'atmosphère. Mais en fait, on peut se poser la question où se cache le réchauffement. En fait, on sait que la quantité d'énergie sous forme de chaleur, on la mesure en joules, et vous voyez ici une figure du rapport du GIEC qui vous dit combien d'énergie calorifique a été stockée dans le système Terre depuis qu'on réchauffe. Et vous voyez qu'en bleu foncé et en bleu clair, à peu près 90 à 95% de l'énergie excédentaire a servi à réchauffer l'océan, en fait. Ensuite, quand vous allez dans les PM qui est en bas, j'essaie de rattraper. Ici, là, en blanc, vous avez ce qui fait fondre la glace. Ouais. En orange, ce qui réchauffe l'atmosphère. Donc, en fait, nous, ce qu'on ressent quand on parle de réchauffement climatique, c'est la température atmosphérique. C'est le trait rouge, là. C'est rien, en fait. Oups, c'est rien. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que cette énergie qui est stockée dans l'océan, une fois que l'océan se met en route, il va accumuler cette chaleur dans ses profondeurs, mais l'océan tourne sur lui-même très lentement. Vous voyez par exemple ici les datations au carbone 14 qu'on peut faire dans l'océan, on date le CO2 en fait dissous,
Et on s'aperçoit qu'entre l'Atlantique Nord, où les eaux plongent en profondeur, et le Pacifique Nord, il se passe à peu près 2000 ans. Donc en fait, on stocke de la chaleur pour des millénaires dans l'océan. Pourquoi je vous parle de ça? Par rapport au volume. Voici une figure qui a 20 ans, c'est dans le troisième rapport du GIEC, un peu plus de 20 ans même, qui regarde l'évolution dans le futur, mais sur 1000 ans. En général, on regarde sur 100 ans, on dit d'ici la fin du siècle, mais il faut se rendre compte qu'en fait, on en a bien plus longtemps. Hein. Alors, ça n'a pas changé, c'est à peu près toujours la même chose hein, en 20 ans. Vous avez ici les émissions de CO2. À un moment, de toute façon, on manquera de pétrole, donc on va s'arrêter de faire n'importe quoi. Donc, vous voyez ici, au bout de 100 ans, on imagine qu'on aura quasiment plus de pétrole, et au bout de 200 ou 300 ans, il faudra qu'on fasse autrement. Mais quand vous ajoutez du CO2, comme il s'accumule, c'est pas parce qu'on baisse nos émissions qu'on va baisser la concentration. On va juste augmenter un tout petit peu moins. Donc vous voyez que la concentration en CO2, elle augmente et elle finit par être une sorte de plateau. En réponse à ça, la température va se stabiliser d'ici 300 ou 400 ans. Ce que vous voyez ici en bleu, par contre, c'est le niveau marin qui, lui, va continuer à augmenter pendant beaucoup plus longtemps. Mais il y a deux composantes dans le niveau marin. Il y en a une qui, justement, stocke la chaleur. Donc, comme dans un thermomètre, si vous chauffez le mercure d'un thermomètre qui va se dilater et il va augmenter son niveau, c'est exactement cet effet que vous voyez sur la courbe bleue ici, là, en trait plein. Et en tiré, vous voyez l'impact de la fonte des calottes, en gros le Groenland et l'Antarctique. Et vous voyez que dans plus de 1000 ans, on est encore en train d'accélérer cette composante. C'est pour vous dire qu'en fait, le niveau marin, on a déjà tiré une balle, il est parti pour des millénaires. Donc on ne stoppera pas le niveau marin, c'est terminé. Il faut s'y attendre. Si on zoome dans le passé et dans le futur, on est au temps zéro. Là, maintenant, ce que vous voyez en bas, c'est la vitesse à laquelle on émet. Alors le pic que vous avez ici, le pic du bas, c'est le pic d'émission, c'est nos activités. Et ce que vous avez ici, en haut, vous avez l'histoire entre moins 20 000 ans, le dernier maximum glaciaire, et maintenant, de la concentration en CO2. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était à peu près entre 180 et 280. Et voilà ce qui nous attend. On ne sait, alors, selon différents scénarios, hein, les incertitudes sur le réchauffement climatique, ce n'est pas des incertitudes scientifiques, c'est des incertitudes politiques, géopolitiques. Donc, selon les scénarios envisagés, on peut augmenter la concentration en CO2. Vous voyez que là, on est obligé de couper l'échelle tellement, en fait, on est face à un mur de CO2. Et la résultante de ça en température, c'est ce scénario qui est probablement déjà dépassé, c'est le scénario à 1.5. Et vous avez différents scénarios émissifs avec le fameux scénario business as usual. Donc ça nous amène sur des trajectoires qui sont dramatiques. En réponse à ça, le niveau marin, vous voyez qu'il y a 20 000 ans, en fait, là, c'est juste les résultats scientifiques de ce que je vous disais tout à l'heure. Le niveau marin était à peu près à moins 120 mètres. Il lui a pris 10 000 ans pour monter comme ça jusqu'au zéro. Et à partir de maintenant, en fait, il faut regarder les échelles. Ici, ça, c'est le futur. Donc, dans 5 000 ans, dans 10 000 ans, c'est des échelles de temps très, très longues. En fait, le niveau marin, il va continuer, même si l'émission s'est faite il va continuer à augmenter et on va se cogner, en fait, n'importe quoi entre 10 et 50 mètres de niveau marin en plus selon les scénarios d'émission. Ce qui va différencier entre tel ou tel scénario, c'est savoir à quel point, en fait, on va faire fondre l'Antarctique jusqu'au bout. Vous voyez, par exemple, ici, pour le scénario business as usual, le Groenland, on pense qu'il est condamné après, quand on dépasse le 1.5, c'est pour ça qu'on a eu un rapport spécial du GIEC pour ne pas dépasser 1,5 degré. On fait fondre le Groenland après 1,5, donc on l'atteint cette année, mais il y a 7 mètres de niveau marin stocké au Groenland. Ça prend des siècles à fondre, mais c'est parti. Parce qu'en plus, il ne fait qu'accélérer, c'est-à-dire que quand il a commencé à fondre, il fond de plus en plus vite. Donc il y a des boucles de rétroaction qui... Et vous voyez ce qui reste de l'Antarctique, en fait, dans le scénario business as usual d'ici 10 000 ans.
Donc ça, c'est des résultats pour le futur et qui combinent le passé et le futur. Je ne vais pas parler de ce qui est en bas, j'ai pas le temps. Je vous disais que je vous parlais aussi de la circulation océanique. Alors là, on passe dans la physique de l'océan. En fait, l'océan n'est pas statique, c'est un énorme tapis roulant. Et cette image comme ça, avec des eaux de surface qui circulent globalement vers, j'ai encore perdu ma souris, vers l'Indo-Pacifique, il y a une fuite par le courant des aiguilles et par le Cap Horn, les eaux en surface reviennent dans l'Atlantique Nord. Ils prennent le fameux Gulf Stream dont on entend beaucoup parler. Hop là. Attendez, j'ai encore fait une bêtise. Ils remontent vers l'Atlantique Nord, ils plongent en Atlantique Nord, en profondeur. Et en profondeur, globalement, les eaux circulent du nord vers le sud et vont repartir vers le Pacifique. Donc il faut imaginer un énorme tapis roulant qui tourne en permanence. Dans le détail, bon, c'est évidemment un peu plus compliqué. Vous voyez les courants froids, les courants chauds. Les courants froids sont les courants profonds, les courants chauds sont les courants de surface. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout que la densité d'une eau marine, d'une eau salée, elle augmente lorsque la salinité augmente. Donc si on rajoute du sel, sa densité augmente. Et elle augmente aussi si la température diminue. C'est comme il y a autant de volume dans le mercure du thermomètre, sauf que si vous baissez son volume, sa densité augmente. C'est le même principe. Alors, comment ça joue ça? Vous voyez ici une eau dense. Une eau dense, c'est une eau qui est soit froide, soit salée, mais les deux surtout. Elle va pouvoir plonger en profondeur. Une eau pas dense, c'est-à-dire une eau chaude et une eau dessalée, elle va rester en surface parce qu'elle n'est pas assez lourde en fait pour plonger dans les abysses. Et c'est ça le moteur de la circulation profonde, c'est-à-dire qu'en Atlantique Nord, à un moment, les eaux sont assez froides et denses et assez salées pour plonger en profondeur. Et c'est ce qui aspire un peu le Gulf Stream vers le nord. C'est très simplifié, c'est même faux tellement c'est simplifié, mais en gros, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous faites fondre les calottes dont je vous ai parlé, notamment la calotte groenlandaise? Vous allez rajouter de l'eau douce. C'est ce que vous avez ici, freshwater flux. Alors ça, c'est un concept théorique, on appelle ça une boucle d'hystérésis, c'est-à-dire que c'est un diagramme sur lequel vous avez deux modes de fonctionnement océaniques possibles dans l'Atlantique. Vous avez un mode de fonctionnement chaud avec une circulation profonde très active et donc un Gulf Stream très actif. Et vous voyez que si vous changez un peu le flux d'eau douce, c'est-à-dire que si vous enlevez de l'eau douce, donc si vous rajoutez de l'eau douce, vous allez dessaler en surface l'Atlantique Nord, vous baissez un petit peu la température de l'Atlantique Nord. C'est vraiment du hot off. Et si vous, au contraire, si vous évaporez la surface, vous allez saler l'Atlantique Nord. Et puis, si vous faites fondre, vous allez baisser la salinité de l'Atlantique Nord, baisser, jusqu'à ce qu'on appelle un point de bascule. C'est un tipping point en anglais, où la circulation s'effondre. Le Gulf Stream ne va pas plus vers les hautes latitudes dans l'Atlantique Nord, et vous avez d'un coup un basculement froid dans l'Atlantique Nord. C'est ça qu'on regarde. Alors ça, c'est un scénario catastrophe qui se fait pas forcément dans des périodes interglaciaires comme la nôtre, et c'est une grosse source, c'est une des plus grandes sources d'incertitude sur le devenir de l'océan. Alors pourquoi? Que dit le GIEC par rapport à cette boucle de rétroaction que je viens de vous présenter rapidement? Si on prend tous les modèles qu'on utilise pour regarder dans le futur, qui sont pris en compte par le GIEC, vous voyez ici des courbes qui descendent. Ça, c'est l'intensité de la circulation en Atlantique. Vous voyez qu'elle baisse partout. C'est-à-dire que tous les modèles prédisent une diminution, mais aucun ne prédit un effondrement abrupt, un arrêt immédiat. Cependant, si on les prend tous et qu'on essaie de tracer cette courbe d'hystérésis, vous voyez ici, en fait, ça c'est sorti d'un modèle, c'est exact. Ce que vous voyez en bas à gauche, c'est exactement ce que reproduisent précisément les modèles que cette boucle. Cette boucle, en fait, elle se voit dans tous les modèles climatiques. Donc on sait que les modèles, s'ils ne disent pas n'importe quoi, à un moment, on passe ce point et on tombe à zéro. Donc, c'est une vérité dans les modèles.
qu'est-ce qui se passe au niveau climatique dans les modèles? Alors là, je pense qu'il faut un peu aussi arrêter le drama. Vous voyez qu'il y a une énorme tache bleue, c'est-à-dire que les températures atmosphériques dans le secteur nord de l'Atlantique refroidissent énormément, certes, mais c'est une boule bleue au milieu d'une énorme boule rouge. Ça ne compensera jamais l'augmentation des températures à l'échelle globale. Ça, c'est dans le cas d'un effondrement de la circulation océanique. Par contre, si on arrête de faire ça, on va stocker plus dans l'hémisphère sud de la chaleur et on va attirer les systèmes de mousson vers la chaleur, vers l'hémisphère sud. Donc on va complètement réorganiser les précipitations en basse latitude. Et vous savez qu'aux basses latitudes, c'est le plus important en fait. Les températures varient peu, mais on a une saison sèche et une saison humide. Et tous les systèmes de mousson, la mousson indienne, la mousson asiatique, même la mousson en Amérique du Sud, vont être complètement changés en fait. Donc ça, c'est une grosse source d'inquiétude par rapport aux cultures, etc. Techniquement, on peut essayer de voir un peu ce qui s'est passé là depuis qu'on a commencé le réchauffement. Et vous voyez qu'en fait, ça, c'est toutes les études qui ont été récemment publiées sur des méthodes qu'on utilise en paléoclimatologie qui permettent de tracer un peu la circulation profonde. Et vous voyez qu'en fait, elle a été à peu près stable jusque dans les années 1800 et qu'en fait, elle commence à baisser de manière très rapide, en fait, ce qui est probablement plus rapide que ce que montrent les modèles. Alors, ce système on-off, les modèles ne le montrent pas, mais je voulais juste vous montrer que c'est quelque chose de très, très connu quand on regarde le climat. Il n'y a pas très longtemps, pendant la dernière période glaciaire, vous avez ici une série de courbes. Alors, il faut juste retenir qu'à gauche, juste ce trait-là, c'est l'interglaciaire, c'est un climat chaud et stable. Et ça, c'est les températures au Groenland. Dès que vous rentrez dans une période glaciaire, c'est tout sauf stable, c'est instable. C'est chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Et vous avez des augmentations des fois de l'ordre de 10 degrés qui sont en quelques décennies. Donc c'est immense comme variabilité. Et ça, c'est vraiment le mécanisme que je vous ai présenté juste avant. C'est-à-dire que le climat est complètement incertain, extrêmement variable, etc. Vous avez en dessous, la deuxième courbe, c'est une courbe des températures au large du Portugal, au large de Lisbonne. Ici, vous avez... alors, d'un coup, il fait très froid, vous avez des débâcles d'iceberg qui vont jusqu'à Lisbonne, justement. Donc ça, c'est le Groenland qui se disloque. Et vous avez la circulation dans l'Atlantique Nord qui s'arrête. Enfin, toutes ces boucles se tracent, en fait, dans l'océan avec les outils qu'on a pour faire de la paléosonographie. Donc, voilà. En ce qui concerne la chimie... Hop, voilà. En ce qui concerne la chimie, il faut aussi savoir que, un peu comme pour la densité, plus une eau est froide, plus elle se charge en oxygène. Un peu comme le CO2. Si vous chauffez une bouteille de coca, le CO2 remonte, c'est pareil pour l'oxygène. Donc plus une eau est froide, plus elle peut stocker de l'oxygène. En plus une eau est froide, plus elle est lourde. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec la densité. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que chaque hiver, aux hautes latitudes, l'océan de surface prend une sorte de grande bouffée d'oxygène avant que les eaux soient assez froides pour plonger pleines d'oxygène vers les profondeurs. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est sur une échelle de couleur qui part du rouge vers le violet, c'est ce qui se passe l'hiver en mer de Baffin, là où les eaux plongent dans l'Atlantique Nord. Et ce qu'on observe ici, alors vous avez ici la surface, 0 m de profondeur, jusqu'à 2000 m de profondeur, donc on ne sait pas tout à fait les abysses, mais presque. Et vous voyez que, en fait, entre octobre et avril, ici vous avez tout un hiver. Vous voyez que octobre, novembre, décembre, la concentration en oxygène en surface ne fait qu'augmenter parce que la température diminue. Donc elle se charge en oxygène parce qu'elle peut contenir plus d'oxygène. Et à un moment, elle devient assez lourde pour plonger en profondeur. Et ce que vous voyez ici, en décembre, elle commence à plonger jusqu'à 100 mètres. Et puis elle va se retrouver... cette bouffée d'oxygène est emportée en fait vers les abysses.
Vous voyez qu'ici, là, on est en fait chargé en oxygène jusqu'à 600 mètres quand on est en février. Et on se retrouve chargé en oxygène à 1600 mètres dès qu'on est en avril. Et en fait, là, cette image, elle nous montre une masse d'eau qui vient de se former, qui part et qui va ensemencer l'océan profond en oxygène. Et les poissons qui sont au fond de l'océan ont besoin d'oxygène. Donc c'est vraiment la circulation profonde qui alimente en oxygène l'océan. Et si vous arrêtez la circulation profonde, évidemment que vous allez diminuer la concentration en oxygène, vous allez rendre l'océan anoxique. Alors ça, on l'observe depuis un moment. Voici différents secteurs de l'océan. Vous avez l'Atlantique Nord-Est, le Pacifique Est équatorial, enfin l'Indien, l'Atlantique central, etc. Ce qu'on voit vers le bleu foncé, c'est des zones anoxiques, et en rouge, c'est un océan qui est plein d'oxygène. Et vous voyez ici, alors là, c'est des décibars, mais c'est équivalent à des mètres, à des milliers de mètres de profondeur dans l'océan. Et ce qu'on voit depuis les années 60 jusqu'aux années 2010, c'est une tendance sur les 40 dernières années à l'augmentation du volume des eaux aux profondeurs intermédiaires sans oxygène. Donc on est déjà en train d'anoxir l'océan. Il y a de moins en moins d'oxygène dans l'océan à cause de la diminution de la circulation profonde océanique. Alors, que disent les modèles? Alors, vous avez bien compris que l'océan, c'est quelque chose qui répondait très lentement. Pour voir vraiment l'impact de l'anoxie, il faut regarder sur plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années. Encore une fois, vous avez ici en bas une frise chronologique qui est divisée en 4. Vous avez ici sur 200 ans, ici sur 2000 ans, ici sur 10 000 ans et ici sur 100 000 ans. Et vous voyez que le chiffre minimum des concentrations en oxygène qu'on a vers 3000 mètres de profondeur, donc en gros partout dans l'océan, ça, on frise le zéro en fait. Donc on anoxie quasiment l'ensemble de la colonne d'eau dans 5000 ans. Mais c'est parti, c'est encore quelque chose qui est parti. Ça, c'était l'aspect chimie oxygène. Mais vous avez aussi un autre aspect chimie acidification. Je vous rappelle que le CO2 qui est absorbé par l'océan, en fait, se combine avec l'eau et ça devient un diacide. C'est l'acide carbonique. Il est en équilibre avec l'eau, donc en fait, c'est l'acide carbonique. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que vous voyez ici, c'est la station de Mauna Loa qui mesure, qui mesure en rouge les concentrations atmosphériques en CO2. Et vous avez une station marine à côté qui s'appelle Aloha, qui mesure la concentration de CO2 dissous dans l'océan. Et vous voyez que cette concentration augmente, et donc ça amène de l'acidité en plus. Donc en parallèle, vous avez le pH à cette station qui diminue. Et qui dit pH qui diminue, dit acidification de l'océan. Et ça, c'est aussi quelque chose qui nous pend au nez. Que disent les modèles? Voici un article qui date de 2007. Vous avez ici le climat avant qu'on commence à le perturber avec l'augmentation des gaz à effet de serre. C'est 280 pour million ppm. En 2007, on en était à 380. On en est maintenant à 425 à peu près. Donc on est plus proche de là que de là. On pense 500 ppm, il ne faut pas rêver, on va les dépasser allègrement. 550, 650, donc ça c'est des concentrations atmosphériques, c'est des climats qui simulent la chimie de l'océan avec différentes valeurs de CO2 atmosphérique. Et ce que vous voyez en bas, l'échelle de couleur, vous passez d'un coup du jaune au bleu foncé pour bien qu'on puisse voir cette tache de bleu. Cette tache de bleu, c'est simplement, ça trace la chimie, le pH, on va dire, pour faire simple, le pH des eaux que peuvent accepter les coraux. Donc vous voyez que si on est allègrement dans le bleu à 280 ppm de CO2, mais vous voyez que déjà à 450, la barrière de corail en Australie, elle se retrouve dans le jaune, c'est-à-dire qu'elle va déjà se faire attaquer par l'acide.
Et les petits points roses, là, c'est là où vous avez des coraux, justement. Donc, en fait, quasiment l'ensemble des coraux risque de disparaître et condamné, en fait. Et ça, alors, je m'en trop vite. À partir de 550, il y a quasiment plus de possibilités pour les coraux de survivre. Ça s'observe aussi. Je vais passer vite parce que le temps presse. Et je termine. À quelle heure? J'ai combien de temps, quoi? Non, mais c'est bon. J'ai presque terminé. Je termine sur la biologie. Alors, un océan qui tourne plus sur lui-même comme ça, c'est aussi un océan stratifié. Donc, en fait, s'il n'y a plus de nutriments en surface, il n'y a plus rien à manger non plus pour le phytoplancton. Hein, il n'y a plus de nitrates. Donc, en fait, le phytoplancton qui est à la base de la chaîne alimentaire va immédiatement être remplacé par des cyanobactéries. Alors, voici les deux plus grands types de cyanobactéries océaniques. Les deux de très loin les plus abondants. Vous avez Prochlorococcus ici, Synechococcus ici. Alors pourquoi je dis que pourquoi c'est un problème? Parce que c'est inutile pour la chaîne alimentaire. Vous avez ici leur taille, ça fait un micron. Un phytoplancton qui est en bonne santé, il est beaucoup plus grand, donc il peut se faire manger par les petits poissons. Les sardines et les anchois, ça mange du phytoplancton, mais du phytoplancton qui est 100 fois plus grand, donc on peut manger en fait. Simplement, c'est pas utile. Et ces cyanobactéries, en fait, elles ont la capacité de casser la molécule de thiazote atmosphérique, qui lui est surabondant, mais comme s'il y a une triple liaison entre les deux atomes d'azote, c'est tellement énergivore que c'est pas très efficace pour la photosynthèse. C'est pour ça que ces groupes... Alors ce que vous voyez en fait, c'est d'ici la fin du siècle, le pourcentage de changement d'abondance de ces cyanobactéries, et dès qu'on est dans le rouge, elles augmentent. Et vous voyez, en gros, il y a du rouge partout, donc on risque de voir petit à petit remplacer un écosystème fertile avec un écosystème infertile. Alors, je vais passer celle-là. Un autre... ça, c'est simplement pour vous dire que... Alors ça, c'est il y a longtemps. Hein, c'était entre 1979 et 2006. Ça n'est plus valable. Maintenant, on est en 2024. C'était où et combien la température océanique ou atmosphérique de surface a changé par décennie. Et vous voyez qu'en gros, c'est du rouge partout. Alors maintenant, ce serait vraiment du rouge partout. Mais il y a 4 zones spéciales dans l'océan qui sont extrêmement fertiles. On appelle ça les courants d'upwelling de bord. En gros, c'est le courant du Pérou, le courant de Californie, le courant de Mauritanie et le courant du Benguela, au large de l'Afrique du Sud et de la Namibie. Et ce sont des courants, des remontées d'eau profonde froide qui sont très riches en nutriments, et c'est les zones les plus poissonneuses du monde, de très loin. C'est là où tous les bateaux vont pêcher. Alors pourquoi il y a ces courants-là? Parce qu'en fait, à grande échelle, les structures atmosphériques qui pilotent la variabilité océanique au bord de l'océan, donc près des marges, fait en sorte que au tropique, sur les bordures est des océans, on a des vents qui soufflent le long des côtes. C'est schématisé ici. Alors imaginez-vous, je sais pas moi, dans l'Atlantique Sud et en Namibie ou en Afrique du Sud, vous avez des cellules de haute pression, des cellules de basse pression qui font qu'il y a un vent qui souffle le long des côtes, qui est canalisé par la côte en fait. Et vous avez ce qu'on appelle un transport d'Ekman, c'est-à-dire l'océan en réponse, il va se déplacer vers le large. S'il se déplace vers le large, il est lui-même remplacé par de l'eau qui remonte du fond et qui rend justement ces eaux fertiles et froides en même temps. Si vous augmentez globalement la température, vous allez augmenter les gradients de pression entre océan et continent, et donc vous allez augmenter la vitesse de ce vent, et donc augmenter le transport d'Ekman, et donc augmenter le boiling, et donc augmenter normalement les pêcheries. C'est plutôt une bonne nouvelle. Sauf que s'il y a de la surpêche par rapport à ça, et c'est ce qui s'est passé en fait en Namibie par exemple, voici un schéma de boiling. Vous avez les courants, les N c'est les nutriments,
P, c'est le phytoplancton. Et vous avez après Z, le zooplancton, donc ce qui mange le phytoplancton, puis les sardines. Et puis après, quand les courants arrivent dans les gyres, les eaux vont plonger un peu en profondeur parce que vous avez ici une grosse masse anticyclonique, une masse d'eau. Et les grands poissons vont se mettre ici à attendre en fait que tout subduque vers eux. Si vous augmentez tout ce système, évidemment que vous avez pendant un moment plus de poissons et des pêcheries plus fortes. Mais si vous avez trop de pêche et que vous enlevez l'essentiel des gros poissons ou des anchois et des sardines, c'est exactement ce qui s'est passé en Namibie. Vous allez en fait casser cette chaîne alimentaire et vous allez tourner sur une boucle microbienne en fait où toute la matière organique n'est plus utilisée dans les maillons élevés de la chaîne alimentaire. Et en fait, vous avez des invasions de méduses maintenant dans ce courant qui était avant extrêmement fertile et une eau morte, en fait, on appelle ça des dead zones, des eaux mortes. Et c'est fort dommage parce que c'était avant les eaux les plus fertiles. Alors, pour vous convaincre, c'est quelque chose qui est quand même très regardé. Voici les changements des stocks de pêcherie en Namibie de 1945 à 1995. Et en fait, l'effondrement des stocks de poissons s'est fait au début des années 80. Et vous avez à la fin cette formation de zones mortes. Alors ça, c'est très très regardé. Mais avant, vous voyez ici, c'est des millions de tonnes de sardines. Hein. Et là, voilà donc des océanographes qui, en 2001, ont fait 66 traits de chalut pour attraper des sardines. Et ils ont eu des tonnes de méduses et ils ont eu une sardine, ils l'ont prise en photo. Évidemment qu'en réponse à ça, vous n'avez plus d'oxygène dans les eaux au large. Donc en fait, comment font les homards? Si vous tapez dans Google lobster walkout, lobster c'est le homard, comme il suffoque parce qu'il n'y a plus d'oxygène à cause de tout ce phytoplancton qui n'est pas mangé par la chaîne alimentaire, ils vont en surface pour essayer d'attraper l'oxygène qui est juste à la surface, et puis il finit par s'échouer. Et en fait, vous avez des échouages de homards en Namibie qui sont relativement fréquentes. Voilà. Je vais passer cet exemple, mais il y a des populations dans tous les sens. Ça, c'est en Antarctique. Et puis voilà, je termine. Il est midi. Je termine là-dessus. C'est simplement pour dire que... alors ça, c'est un article que j'aime bien, qui date déjà, mais vous voyez ici, c'est un peu compliqué à lire, un graphique qui vous montre à partir, où on va atterrir en termes de changement climatique à partir de l'année à partir de laquelle on commence à baisser nos émissions. Alors, on n'a pas encore atteint ce niveau. On l'a atteint l'année du Covid. On a baissé nos émissions de 5%, mais on est vite reparti. On continue à l'augmenter. Et vous avez ici en ordonnée, sur l'axe des Y, à quel pourcentage on est prêt dans la baisse des émissions. Donc, en gros, c'est juste des facteurs économiques qui font ça. De combien on peut baisser. Et l'année du Covid, c'était 5%. Et vous voyez la merde dans laquelle on était. Donc 5%, c'est à peu près au milieu. Et en fait, si on arrête, mettons en 2040, si on baisse nos émissions de 5%, c'est-à-dire qu'on a un Covid, et après un Covid plus un autre Covid, donc 2 Covid, et qu'on continue moins 5% année après année comme ça, et qu'on fait vraiment ça sérieusement à partir, mettons, des années 2040, 5% 2040, on est déjà à 2,5 degrés de réchauffement. Si on attend 2080, on sera à 5. Si on fait 10%, on sera quand même à 4. Et si on intègre ça, vous avez en fait ici sur le graphique de droite, toujours la même chose dans l'axe des axes, c'est-à-dire à partir de quand on baisse. Et avec le pourcentage, donc en fait on pense que 5%, la société ne peut pas l'accepter. Nos sociétés économiques s'effondrent. Et vous voyez les objectifs climatiques, donc l'objectif climatique de 1,5 degré, vous voyez qu'en fait on l'a déjà dépassé et on est rentré dans toute cette zone qui est en fait la zone de non-retour, c'est-à-dire qu'on ne peut plus atteindre. Donc en fait, d'où l'intitulé de l'article qui dit « La porte se ferme aux objectifs climatiques ». Et ça, c'est inéluctable, donc on ferme. C'est tout.
Oui, c'est une question très problématique. Nos gamins sont déjà pas très bien. On sait qu'on leur fait des messages pour les vagues de suicide dans les lycées. Je sais pas comment faire. Ça dépend à qui on s'adresse. On a rien à voir lever le matin pour enregistrer les préparer, mais après, comment je n'ai pas exemple. Ça peut se faire. C'est ça. J'ai de la bonne weed. Les menteries, ça dépend à qui vous adressez. Est-ce que vous adressez à des enfants qui sont en primaire, des enfants qui sont au collège, des enfants qui sont au lycée? J'interviens dans les trois régulièrement. En primaire, il faut commencer par dire il y a deux nouvelles, une très mauvaise, une très bonne. La très mauvaise, c'est que c'est un problème grave. La très bonne, c'est qu'on sait exactement ce qu'on doit faire. Et les faire partir sur qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, à quel secteur attribuer les émissions, aller secteur par secteur, commencer à leur faire imaginer des solutions. C'est des fois, sur les transports, c'est que 14% des émissions, quelque chose comme ça. J'avais le FAT au tableau. Comment on peut se transporter autrement qu'en avion, qu'en bateau, qu'en voiture, qu'en camion, qu'en bus, j'en sais rien. Chaque enfant a levé la main avec des idées, le marché, le vélo, tout ça. Et puis j'ai eu le malheur de me dire, on pourrait y aller en cheval. Et en fait, tous les autres ont dit, oui, en Inde, le lama, et ceci. Et en fait, ils sont exaltés par ça, ils sont exaltés par les solutions qu'ils s'imaginent. Il faut aussi leur dire qu'il faut imaginer une société différente, en fait, parce que de toute façon, le pétrole, un jour, on n'aura plus, on en a encore plus. Il faudrait essayer de ne pas tout brûler, et je ne sais pas si je pourrais y arriver. Ça, c'est pour les petits. Je ne sais pas à quel niveau vous avez les cours. Lycée. Les lycées, en fait, leur fais des trucs encore plus compliqués qu'ici. Je leur montre un truc qui s'appelle le Global Carbon Project, le projet qui chaque année, à la fin de l'année, donc pour l'année 2024, c'est sorti, je crois, le mois dernier, vous avez en fait une soixantaine de slides qui montrent exactement d'où vient le CO2. On avait pays par pays, secteur par secteur, et après il y a des données géopolitiques, ça va assez loin. Alors je commence par une présentation sur vraiment le problème du réchauffement climatique. Puis tout de suite je zappe sur les solutions politiques parce que là il commence un peu à être politisé, à réfléchir, s'ils ont la chance d'avoir des parents qui regardent un peu les informations, qui peuvent leur expliquer pourquoi ceci, pourquoi cela. Ils peuvent s'imaginer un peu dans quel panier de crabes ils mettent le pied à leur âge. Donc en fait, le curseur, ça dépend vraiment de l'âge des enfants ou des adolescents à qui vous adressez. Ah. Mais c'est les votes, mais c'est pas le mien. Et évidemment, si vous avez des questions, ça, j'essaie de faire un parcours, je t'ai fait moi, je t'ai un peu d'avenir. Est-ce qu'il y en a là? Ok, that's good.
Bonjour, j'ai une question. Simple, je voulais get la ça m'a demandé ce que je mais quelle est la différence entre une prévision et une prédiction de la climatique et pendant que les programmes pour penser tout ça? Oui, on est comme ça. Les coraux profonds. Oui. Il y a deux questions, je crois. La différence entre prédiction et prévision et l'impact sur les coraux profonds. On ne fait pas de prédiction, on fait des projections. Simplement parce qu'on ne peut rien prédire. À mon sens, quelqu'un qui me dit je prédis que demain il se passe ceci, c'est un menteur ou une menteuse. On peut se projeter à partir de scénarios qui eux-mêmes sont extrêmement incertains. Et même les modèles sur le même scénario, quand ils font exactement le même exercice, ne sont pas d'accord entre eux. Cependant, ils ont tous la même tendance. Et ils arrivent à illustrer ce que nous, on voit dans le passé. En fait, l'intérêt du passé, c'est qu'on peut avoir des climats extrêmement différents, beaucoup plus froids, beaucoup plus chauds, avec une configuration des continents différente. Et il y a toujours les mêmes tendances qui reviennent. On réchauffe, on stratifie l'océan. On stratifie l'océan, on le rend oxyde. On le rend oxyde, il s'acidifie. On dissout les carbonates, le plancton, les coraux, etc. Ça va toujours dans le même sens. Donc, c'est des grands trucs inchangés dont on n'est pas en doute quand on fait de la climatologie. Les projections, en fait, quand on est climatologue, elles nous intéressent à un moment pour parler à la société, pour essayer que les gens comprennent un peu ce qui les attend. Mais c'est assez compliqué de parier sur quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai pas envie de parler de prédiction. Je ne pense pas qu'une prédiction existe, en tout cas dans notre domaine. Des projections, oui. Des projections, on peut en faire quand on veut. Des projections, il faut se mettre d'accord sur ce qu'on veut simuler. Donc un modèle, c'est juste des boîtes qui parlent entre elles. C'est plusieurs modèles déjà, un modèle atmosphérique, un modèle océanique, un modèle de glace. Après, il faut qu'ils parlent entre eux, s'échangent des informations. Donc il y a des coupleurs. C'est assez compliqué à piloter. Puis par-dessus, on peut rajouter des modèles de végétation, des modèles de particules atmosphériques, plein de choses. Mais on ne fait pas de prédiction, on fait des projections. Pour ce qui est des coraux profonds, alors c'est pas du tout mon domaine. Les coraux profonds, ce qui altère beaucoup en ce moment les coraux de surface, c'est la température, finalement, plus que l'acidification, en ce moment. Et les coraux profonds, je pense qu'ils sont plutôt à l'abri de ça, pour l'instant. Si on regarde par exemple une période très ancienne, qu'on appelle le Miocène, c'est il y a 10 millions d'années, on aime bien regarder cette période parce que c'est un climat qui a entre 3 et 4 degrés de plus que maintenant. Donc en fait, on le regarde et comme ça a la même configuration continentale, on pense que c'est un peu un analogue à ce qui nous attend dans le futur, mais dans longtemps, dans 2 ou 3 siècles. Et en fait, on sait que le fond de l'océan était beaucoup plus chaud. Là, le fond de l'Atlantique, par exemple, était à 2-3 degrés, et il était à 10 degrés probablement. Ça, c'est des données relativement récentes qu'on a avec le nouveau thermomètre des paléothermomètres qu'on a développés. Je ne sais pas si au fond, sont encore là, si on s'y prennent 10 degrés par le fil. Je ne réfléchis pas. Ah. Bonjour, merci beaucoup de cette présentation éclairante. Une question très cynique. Est-ce que les impacts que la société émet sur le changement climatique sont pris en compte? Par exemple, sur la pêche, s'il y a des zones mortes, des poissons, il y a moins de gens à couvrir, il y a sécher des familles, pareil en cas de sécheresse, des choses qui vont tendre à faire diminuer la population et donc de production de CO2. Est-ce que c'est des comme observation anthropique sont pris en compte dans le modèle ou pas? Et si oui, pour alors, c'est pas du tout mon domaine, hein, mais la réponse c'est à la fois oui et non, parce que les modèles climatiques sont des modèles purement physiques. Par contre, ils sont forcés, ils sont pilotés par des émissions. Et les émissions sont les sorties de modèles macroéconomiques
qui ne sont pas dans le premier groupe des rapports du GIEC. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les groupes du GIEC. Il y a un premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Le troisième groupe prend en compte un peu les solutions du deuxième groupe ou pas, selon les scénarios. Et ils font tourner des modèles macroéconomiques qui sont eux-mêmes des modèles couplés de plusieurs modèles, des modèles démographiques, des modèles économiques purement. C'est très instable, hein, ces modèles. Par contre, dedans, il y a des boucles aussi de rétroaction sur quel type d'énergie on va utiliser et quels sont les aléas associés à cette utilisation de l'énergie, etc. Et c'est ça, en fait, en sortie, qui nous donne, nous, ce qu'on a dans nos modèles climatiques en entrée. C'est ce qu'on appelle les modèles. Alors, si vous êtes vraiment familier, la classe de modèles qui a été utilisée dans le dernier rapport du GIEC, c'est les modèles SSP. C'est déjà toute une littérature de modèles économiques qui prennent en compte l'impact du réchauffement climatique sur la société et qui essaient de faire rétroagir le climat sur les modèles macroéconomiques. Et en fait, le fait d'avoir des modèles comme ça permet après de régler les modèles économiques sur les objectifs. Et ça ne se faisait pas avant. Avant, on avait des scénarios de storytelling en disant en faisant ceci, on devrait avoir ceci, en faisant cela, on va avoir cela. Maintenant, on essaie de coupler ça pour pouvoir savoir exactement ce qu'il faut faire dans la société pour atteindre certains objectifs. Mais c'est compliqué. Je peux rajouter quelque chose? Qui a posé cette question? Yeah. Ah, d'accord. Les changements climatiques tels qu'ils existent aujourd'hui, on a notre labo qui vient de sortir un résultat important là-dessus d'ailleurs sur la population de plancton qui va migrer vers le nord à partir des zones intertropicales, donc qui va appauvrir les régions de pêche où sont les populations qui sont, je dirais, les moins riches et les moins consommatrices, les moins productrices de CO2. Donc, à moyen terme, ce qui va se passer, c'est très vraisemblable, et on le voit aujourd'hui, hein, si vous regardez là où il y a ne serait-ce que les augmentations de température et qui affectent beaucoup les populations, c'est dans les zones les plus, je dirais, les moins préparées, hein, les moins à même de répondre, je dirais, de par les structures économiques et les structures administratives, etc., qui existent. Et donc, à moyen terme, c'est les populations les plus pauvres qui vont en pâtir. Or, ce sont celles qui sont le moins productrices de CO2. Donc, à moyen terme, ça va pas changer grand-chose. C'est-à-dire, vous pourriez éliminer aujourd'hui 1 milliard de personnes sur Terre, ça ne va pas baisser le CO2. D'accord? C'est vraiment dans les émissions de CO2 se concentrent là où il y a une consommation importante, dans les zones riches, qui ont des structures qui peuvent répondre plus facilement à ces problèmes de changement climatique au Bangladesh, dans le nord de l'Inde ou en Britannie, etc. Donc à moyen terme, il n'y a pas besoin d'être économiste pour savoir que ça va pas jouer beaucoup. Voilà. Donc c'est pas une solution de tuer les gens, mais c'est à moins d'éliminer une certaine frange de la population qui vit en Europe de l'Ouest ou en Amérique du Nord, mais là je laisserai mon sein. Allez, encore une question. Je voudrais sur cette partie un peu plus scientifique. Dans vos prévisions en début de conférence, il est extrait que dans les design, les évolutions de température vont se faisait, mais qu'ensuite, c'était réalisé alors qu'on calcule toujours pour des variations d'océan. Et je n'ai pas compris pourquoi la chaleur stockée dans les océans ne se crée au départ, même si c'est lent, dans l'atmosphère, et pourquoi on n'a pas de continuité de hausse sur la température de l'océan. C'est un peu plus comme je dis un plateau dans la J'essaie de retrouver. C'est pourquoi l'océan ne rejette pas sa chaleur, mais parce qu'elle continue à l'absorber. Il veut toujours plus de la chaleur, l'océan. Il se charge en chaleur. Et en fait, il se met à l'équilibre. Il ne peut pas rendre, il est toujours plus froid au fond que l'atmosphère. C'est-à-dire que vous le réchauffez et il se réchauffe, mais très lentement. Et il ne peut pas rendre de chaleur, mais il peut rendre du froid, éventuellement.
parce que quand il rentre en contact, l'atmosphère qui s'échauffe absolument immédiatement, hein, c'est immédiat en fait, l'effet que ça a. Il sera un équilibre. Quand vous encapsulez une goutte d'eau et que vous la faites circuler au fond, elle est isolée du reste. C'est comme les masses d'air, elles se mélangent pas. C'est pour ça qu'on a une masse d'air chaude, qu'on peut passer de 10 degrés plus froid ou plus chaud, qu'un jour il fait beau, qu'un jour il fait moche. C'est parce que les masses d'air, elles ont des densités différentes, elles se mélangent pas. Et elles se cognent, c'est des billards en fait, elles se cognent les unes aux autres. L'océan, c'est pareil. À partir du moment où vous isolez, la salinité et la température, on appelle ça j'ai oublié le terme, mais ça bouge pas. Diabatique. Un champ tout à l'heure. Des traceurs conservateurs, conservatifs. C'est ça limite. Ouais, La température, elle se conserve. À partir du moment où vous isolez une parcelle d'eau, elle est en contact qu'avec les petites parcelles qu'il y a autour, et en fait, elle va garder sa température. En fait, on trace des masses d'eau avec leur température et leur salinité, surtout avec leur salinité. Mais c'est une traceur conservative, ça se conserve, ça se met en plein. À partir du moment où vous changez la température, de toute façon, si vous baissez sa température, elle va avoir tendance à partir en profondeur. Si vous la réchauffez, elle va avoir tendance à remonter avec la densité. Que par de la chaleur, elle est en équilibre éventuellement depuis plusieurs millénaires, mais du coup, elle est en équilibre. Bien, alors voilà, c'est vraiment la question à monter la pause. Donc, j'ai une petite question. Voir qu'en cours de thermodynamique électrique, plus la température augmente, plus l'océan libère le CO2 qui était dissous dans l'atmosphère. Et juste après, on a dit que maintenant l'océan s'acidifie. Donc, j'ai un petit peu de lorsque l'océan libère le CO2, il s'acidifie vraiment. Si plus on répond, c'est plus performant, mais traiter ça. Alors, justement, si vous allez voir ce que moi je montre, c'est normal qu'il n'y ait pas mon ordinateur, que ça va se tirer. Le Global Carbon Project, la deuxième partie des diaporamas qu'il propose, c'est d'essayer de boucler le cycle du carbone. C'est-à-dire qu'on sait exactement ce qu'on en est. Et on essaie de boucler ça par rapport à l'excédent, au CO2 excédentaire qu'on retrouve dans l'atmosphère à la plus-1. Et on sait qu'il fuite. On sait qu'il fuite parce qu'il est absorbé par moitié. Et cette moitié qui est absorbée, c'est-à-dire que en fait, le CO2 qu'on a dans l'atmosphère, c'est que la moitié de ce qu'on élimine. Les écosystèmes nous rendent service. On se serait déjà mangé 2 fois plus de CO2, donc 2 fois plus de réchauffement, s'il n'y avait pas un écosystème qui épure ce CO2 atmosphérique. Ce CO2 atmosphérique est épuré, donc il y en a la moitié dans la végétation et la moitié qui est absorbée par l'océan. Mais en même temps, l'océan se réchauffe. C'est-à-dire que sa capacité à absorber ce quart en fait de nos émissions, parce que c'est la moitié de la moitié, devient de moins en moins efficace. Donc en fait, le danger, c'est pas qu'ils se mettent à faire un shit, c'est qu'il arrête de nous rendre des services écosystémiques. Et donc, alors, en plus, globalement, ça c'est un effet global, mais en plus, comme l'océan circule en permanence, il va être en déficit de CO2 dans certaines zones, et donc à ce moment-là, il va absorber beaucoup plus qu'en moyenne, et il va être en excédent s'il est déjà chargé au CO2 et qu'il arrive à la surface. Alors là, il va fuiter. Et en fait, j'aurais pu vous montrer une cartographie des flux de CO2 entre l'atmosphère et l'océan, et ça existe. Et par exemple, le long de l'équateur, les courants qui sont le long du Pérou, alors peut-être la zone la plus poissonnière du monde, c'est le Chiapas. Je ne me demandais pas pourquoi, personne ne sait vraiment. Mais ce courant qui longe le Pérou, il finit par longer l'équateur, la latitude 0 précisément. Et c'est aussi une zone
Si vous changez le signe de Coriolis à la latitude 0, vous allez écarter les eaux de surface vers le nord dans l'hémisphère nord, vers le sud dans l'hémisphère sud. Donc vous avez en fait un upwelling, mais lui qui suit exactement la latitude 0. Donc en fait, vous avez de vieilles eaux, des eaux profondes qui sont elles-mêmes chargées en CO2 parce que la matière organique du Pérou a été reminéralisée, donc c'est chargé en CO2. Et là, là c'est des shit. Donc ça dépend vraiment des régions, des saisons, etc. Mais on sait que globalement, quand on veut boucler le cycle du carbone d'une année à l'autre, on va attribuer les puits et les sources de CO2. Alors, les sources, on les connaît, les puits, on les attribue, et ça marche très très bien. C'est simplement l'efficacité à l'échelle globale qui baisse parce que l'océan en surface se réchauffe, et donc sa capacité à absorber globalement diminue. Désolé, c'était une réponse un peu longue, mais je ne peux pas faire accélérer. Merci, merci. Thanks.